Jean-François, il y a des gens qui se sont réjouis dans les rues de Montréal de ce qui s'est passé en Israël. Et je veux citer, parce que ça arrive pas souvent, Marc Miller, ministre fédéral de l'immigration, qui a écrit « J'ai honte, je suis dégoûté de voir ces scènes glorifiant la mort et la terreur à Montréal. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » Et Jean-François, il faut se rappeler les mots très durs qu'avait René Lévesque lorsqu'on a découvert le corps de Pierre Laporte dans un coffre de char. Il n'a pas hésité 2 secondes à pourfendre le FLQ. Tout à fait. Alors, c'était effectivement assez dérangeant d'entendre les slogans. Alors, parmi les slogans, évidemment, il y avait, et ils étaient tous en anglais. Bon. Alors, il y avait Down Israel. Alors, ça veut dire abat Israël. Alors, c'est pas pour la paix, abat la guerre, pour 2 États. Non, c'est abat Israël, donc contre l'existence d'Israël. Et il y avait de la rivière à la mer. De la rivière, c'est le Jourdain, jusqu'à la mer, la Méditerranée. Ça veut dire que de la rivière à la mer, il ne devrait pas y avoir d'Israël. Bon, alors, des gens disent, ben ça veut dire jeter les Israéliens à la mer. Bon, peu importe. Lorsqu'on scande ces slogans, c'est clair que on n'adopte pas une position pro-palestinienne et pour la création d'un État palestinien vivant en paix, en sécurité à côté de l'État israélien, ce qui est la position, il me semble, raisonnable. Même il y en a moins maintenant, mais il y en a qui parlaient d'un seul État pour les 2 nations à l'intérieur. Bon, ça, je pense que c'est pas raisonnable, mais en tout cas, ce sont des souhaits positifs. Là, c'est un souhait guerrier, négatif, d'annihilation d'une nation qui existe et qui a le droit d'exister. Ce que je trouve, je comprends, moi j'ai fait énormément de manifestations dans ma jeunesse, moins dans ma vieillesse, mais quand même. Et tu as le problème, si tu vas à une manifestation pour défendre le droit du peuple palestinien à exister, puis là, il y a une bande minoritaire qui se met à lancer des slogans avec lesquels tu n'es pas en accord. Mais tu peux te déplacer dans la manif vers les modérés. Mais là, je regardais les images, bon, j'y étais pas, on peut me contredire, mais j'ai l'impression que toute la manifestation criait ça. Alors ce sont les organisateurs qui lançaient ces slogans-là dans le porte-voix. Là, tu n'as pas le choix que de quitter la manif à ce moment-là. Tu n'es plus chez toi. Ce n'est plus le message que tu veux porter. Puis, franchement, j'ai pas vu de monde quitter la manif en se disant, bon, c'est pas le bon message. Alors, écoute, ce que ça signifie, c'est que à l'intérieur de nos universités, pas seulement anglophones, mais très certainement anglophones, il est devenu non seulement acceptable, mais prédominant de transformer la critique du gouvernement israélien qui doit être critiqué, que je critique durement ce matin dans ma chronique du Devoir, d'une part, et la volonté de faire disparaître Israël d'autre part. Et là, c'est rendu que cette distinction-là n'est plus faite, et c'est très grave. Et Jean-François, cette critique du gouvernement israélien, il y a plusieurs intellectuels israéliens qui la font depuis des années. Il y a beaucoup de gens en Israël qui disent il faut se rappeler que c'est un pays démocratique où il y a des débats. On s'est donné des gouvernements de gauche, on s'est donné des gouvernements de droite. Là, c'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir, mais il y a beaucoup d'Israéliens qui condamnent et qui critiquent la position de leur gouvernement. Et là, de mettre tous les Israéliens dans le même clan, est-ce qu'on aurait pu imaginer au lendemain du massacre du Bataclan des gens se réjouissant de ça dans les rues? Écoute, c'est les rues de Montréal, Jean-François, 260 jeunes qui s'étaient rassemblés. Et là-dedans, il y avait des Arabes, je suis convaincu, c'était pas seulement des Juifs. Ben oui. Ils s'étaient rassemblés pour écouter de la musique, qui ont été tirés à bout portant. Comment tu peux distribuer des bonbons? Parce que c'est ça qu'on a vu. Il y a des gens qui distribuaient des bonbons en signe d'allégresse. Et ces gens-là vivent parmi nous à Montréal. Ils sont là, avec nous. Et c'est ce qu'ils pensent. Ben, c'est ce qu'ils pensent. En tout cas, pour être charitable, on va dire qu'ils sont inconscients. On va dire qu'ils sont inconscients parce que ce qu'on a vu en fin de semaine, le Hamas, c'est une organisation terroriste. Lorsqu'on a dit que c'est une organisation terroriste, on n'a pas tout dit là. C'est une organisation islamiste qui veut la destruction d'Israël,
qui terrorise sa propre population. Il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, qui est un des lieux les plus densément peuplés au monde. Ils sont pas tous des fous de Dieu, là, mais ils vivent sous la coupe du Hamas, qui a été élu une fois. Hein, c'était une personne, un vote, une fois. Ça, c'est la loi islamique. Une fois que tu es au pouvoir, tu y restes. Et donc, les militants radicalisés donc sont tellement racistes, anti-israéliens, que pour eux, ce sont des sous-hommes, les Israéliens, les Juifs, en fait. Les Juifs sont des sous-hommes, ce sont des antisémites. Et donc, tuer un Juif, c'est faire plaisir à Dieu. Dans leur version dévoyée de l'islam, c'est faire plaisir à Dieu. Et de toute façon, s'ils meurent dans cette opération, ben, ils deviennent des martyrs et ils ont droit à 72 vierges aux yeux noirs, comme tu le sais. Maintenant, ce qu'on dit jamais, c'est que avant d'arriver aux 72 vierges, une fois que tu es au paradis, tu dois franchir 7 ou 8 portes. Puis pour franchir les portes, il faut que tu marches pendant 40 ans au paradis. Ça a été pas mal fatigué en arrivant. Ça fait que je suis pas sûr que les vierges soient vraiment en danger. Bon, alors maintenant, fermons cette parenthèse théologique, mais pour dire qu'il y a, et moi, ce qui me dérange énormément hier, bon, alors donc, le Hamas, les militants radicalisés du Hamas considèrent les Israéliens comme des sous-hommes. Mais là, le ministre de la Défense de cette démocratie a dit hier, on va couper l'eau, le gaz et l'électricité à tous les Palestiniens de Gaza, donc hommes, femmes et enfants, et il a dit, ce sont des animaux, on va les traiter en conséquence. Oui. Là, il disait pas juste que le Hamas était des animaux, ce qu'un démocrate ne doit jamais dire ce sont des terroristes, ce sont des islamistes, ce sont des criminels, ce ne sont pas des animaux, mais certainement pas les 2 millions de Palestiniens qui vont subir le blocus d'Israël. Alors, tu vois, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Totalement. Et écoute, je lisais des gens qui, disaient des terroristes du Hamas que c'était des résistants, que c'était des combattants, et qui faisaient un parallèle entre la résistance ukrainienne et la résistance palestinienne, en disant c'est quand même bizarre qu'en Occident, on appuie la résistance ukrainienne, mais on n'appuie pas la résistance palestinienne. Je m'excuse, mais ce ne sont pas des résistants. Comme disait Albert Camus, les terroristes, ce ne sont pas des résistants, ce sont des barbares. Oui. Ben, il faut dire que un des premiers ministres israéliens, au début, c'était un terroriste. Hein? Il faisait, avant l'existence de l'État d'Israël, c'est lui qui avait fait sauter le Grand Hôtel de Jérusalem. Et les Britanniques disaient de George Washington que c'était un terroriste. Alors évidemment, l'utilisation de la violence pour faire avancer une cause lorsque tu n'as aucune autre avenue est souvent l'instrument de l'histoire pour apporter le changement. Ce qu'il y a de particulier avec le terrorisme moderne, c'est que son objectif n'est pas parfois d'obtenir directement son objectif, mais de semer la terreur comme moyen de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, la question du parallèle entre l'Ukraine et la Palestine est valable pas lorsqu'on parle du Hamas, mais lorsqu'on parle de la résistance en Cisjordanie de l'autorité palestinienne mais pas du qui Hamas. essaie de maintenir, pas du Hamas, donc, mais de l'autorité palestinienne qui, elle, tente de maintenir ce qui reste de territoire palestinien, alors que l'État israélien, maintenant, non seulement admet, mais soutient et protège les colons israéliens qui, petit à petit, sont en train de gruger ce qui reste de territoire palestinien. Et ça, tu vois, comme ça ne se fait pas en une journée, il n'y a pas de condamnation internationale de ce qui est une occupation larvée. Et maintenant, au sein de du gouvernement Netanyahou actuel, il y a des ministres qui disent, oui, de toute façon, on va les annexer au complet. Je veux dire, c'est fini la Palestine. Alors, dans ce sens-là, qu'il y a un État qui occupe l'État voisin, comme la Russie qui occupe l'Ukraine, ben, écoutez, Israël est en train d'occuper le territoire palestinien qui est reconnu par la communauté internationale. Il le fait illégalement. Et effectivement, les Palestiniens sont abandonnés. Ils sont abandonnés, y compris par l'essentiel de leurs anciens alliés arabes, ce qui est un désastre pour eux aussi. Il faut le rappeler, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pour, entre autres, la solution des 2 États. Il y en a d'autres qui sont pour le retrait total d'Israël des territoires occupés. Il y en a beaucoup, là. Ouais.
C'est vrai. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez pour former un gouvernement. C'est ça la réalité déprimante, c'est qu'ils ne sont plus majoritaires. Ils l'ont déjà été. Ils l'ont déjà été jusqu'au tournant des années 2000, mais maintenant, il n'y a plus de majorité électorale en Israël pour avoir une solution négociée. Mais comme stratégie, le René Lévesque avait des mots très durs envers le FLQ, Jean-François Lisée, parce qu'il savait fort bien que le FLQ venait de faire reculer la cause souverainiste, que c'était que maintenant, on dirait PQ égale FLQ, et que c'était bon. Et là, justement, le Hamas, ce qu'il vient de faire, c'est que aux prochaines élections, ça m'étonnerait que ce soit un gouvernement de gauche qui soit élu en Israël. Je sais pas, là, mais il vient mais c'est pas ça le pire. Netanyahou, là. Mais c'est pas ça le pire, c'est que polariser la situation comme le Hamas vient de le faire, c'est que ça va augmenter ses chances au Hamas de prendre le contrôle de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. On pourrait se retrouver d'ici 6 mois d'un putsch du Hamas en Cisjordanie, puis on aurait le Hamas des deux côtés d'Israël. Ce qui est la pire solution, ce qui est la pire chose, tu sais. Bon. Mais, alors, quand on essaie de comprendre cet acte suicidaire du Hamas, parce qu'il savait qu'en organisant ça, ça provoquerait une riposte terrible d'Israël, peut-être encore plus grande que les opérations précédentes, parce qu'Israël a 5 fois au cours des 25 dernières années mené une contre-offensive à Gaza. Donc, pour eux, ils disent, bon, ça va être une de plus, une de moins, mais c'est quand même des morts parmi eux, des morts dans la population. Ils ont fait ça avec l'appui de l'Iran et du Qatar et probablement de l'Union soviétique parce qu'ils ont réussi à contourner le mur informatique d'Israël. Puis ça, ils n'étaient pas capables de le faire tout seul, puis probablement l'Iran non plus. Parce que l'Arabie saoudite était sur le point de normaliser ses relations avec Israël. Et donc, un autre État, après l'Égypte, après plusieurs autres, qui normalise ses relations avec Israël, ça veut dire un allié de moins pour les Palestiniens et un renforcement des ennemis de l'Iran. Israël est un ennemi de l'Iran, l'Arabie saoudite est un ennemi de l'Iran. Alors, ça permet de dérailler ce réalignement-là ou de le reporter de quelques années. Alors, tu sais, on est dans les mauvaises solutions, là. On est c'est ça, désespéré. Jean-François, c'est la politique du pire en disant on sait que le gouvernement israélien va répliquer, on sait que le gouvernement israélien, l'armée israélienne va tuer des Palestiniens et des gens qui vivent à Gaza. On s'en fout. On s'en fout totalement. On s'en fout, mais l'objectif, de toute façon, nous, on va au ciel. On va au ciel. C'est ça. Bon, OK? Et puis, on a une journée de gloire suivie d'une répression terrible, mais c'est quand même pour eux une journée de gloire, ce qui s'est passé. Comme le 11 septembre pour Al-Qaïda, c'est une journée de gloire. Ensuite, ils ont été envahis, décimés, etc. Pas complètement, mais quoi qu'il en soit. Mais leur objectif stratégique avec l'Iran, c'est de dire, bon, ben là, l'Arabie saoudite ne pourra pas rétablir des relations normales avec Israël pour quelques années. Ça va leur tarder de quelques années. Alors, pour eux, c'est toujours ça de prix. Au Moyen-Orient, les jeux d'alliance et de contre-alliance, c'est extraordinairement compliqué et sans scrupules. Il faut dire ce qui est. Écoute, à comparer à ça, nos petits problèmes à nous paraissent bien pâles et tout petits, mais quand même, on va parler de ce qui se passe ici. Tu veux nous faire entendre un extrait de Guillaume Clich-Rivard sur les expulsions. Guillaume Clich-Rivard, c'est un député de Québec solidaire. On écoute ce qu'il avait à dire, Jean-François. Il n'y en a pas d'études, il n'y en a pas de définition. Puis la question qu'il va falloir qu'on se pose, puis c'est ça que je veux qu'on rappelle au parti, c'est si on prend cette décision-là, puis si on définit qu'elle est remplie, on coupe qui? On va commencer à faire une déportation, on va commencer à faire des déportations massives, on va commencer à dire que ces 100 000-là, qui sont de trop peut-être, qui ont déménagé ici, qui ont eu des contrats, qui ont eu un logement, qu'on leur a donné un permis, qui travaillent dans le réseau de la santé, dans l'éducation, on va leur dire « c'est terminé ». C'est vrai, je veux dire, il y a des conséquences à ce qu'on dit, là. Est-ce que j'ai bien entendu des déportations massives? Oui. Alors, moi, ça m'a beaucoup surpris parce que Guillaume Clich-Rivard est une étoile montante de Québec solidaire. C'est un ancien avocat d'immigration et il a beaucoup de crédibilité. Et lorsqu'il parle dans les commissions parlementaires sur l'immigration, il sait de quoi il parle et est une des 6 personnes au Québec qui comprennent le nombre de filières différentes d'immigration fédérale et provinciale. Et donc, c'était très étonnant qu'il fasse une déclaration aussi stupide. Je veux dire, c'était complètement stupide parce que personne ne parle de déportation ou d'expulsion. Il est question de savoir, est-ce qu'on va accepter que, alors qu'il y a quelques années, on avait 30 000 temporaires
par année au Québec. On en a maintenant 470 000. Est-ce qu'on accepte que c'est la nouvelle normalité ou même que ça puisse augmenter l'an prochain? Si la tendance se maintient, on devrait en avoir 600 000 l'an prochain. Donc, la question qui était posée dans cette conférence de presse de jeudi dernier, c'était est-ce qu'on a atteint ou excédé notre capacité d'accueil? Alors, les temporaires, on les déporte pas. Ils terminent leur permis temporaire. D'ailleurs, la plupart des étudiants étrangers, à la fin, quand ils ont leur diplôme, ils s'en vont. On essaie de les retenir souvent, mais ils s'en vont d'eux-mêmes. Et les travailleurs agricoles qui viennent passer 6 mois, ils veulent retrouver leur famille après. Et ensuite, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on va leur donner autant de permis la prochaine fois que la dernière fois? Alors, il n'est jamais question de déportation, surtout lorsqu'on parle des temporaires. Il n'y en est jamais question. Alors, pourquoi est-ce que le porte-parole de Québec solidaire en question d'immigration a-t-il senti le besoin d'agiter le spectre de la déportation pour l'insérer dans le débat qui était relativement apaisé jusqu'à maintenant sur les seuils d'immigration? Je pose la question. Je ne connais pas la réponse parce que moi, je présume de sa compétence et de sa bonne foi, mais est-ce que c'est parce que tout le monde maintenant, les péquistes bien sûr, mais les libéraux aussi, beaucoup d'experts disent là, il y en a trop. Il y a trop de temporaires, il y a trop d'immigration, ça pose des problèmes de logement, ça pose des problèmes de garderie, dans le service de santé, etc. Donc, il faut réduire. Donc, on était en train d'avoir cette discussion-là. Et lui introduit l'idée que discuter de ça, c'est faire des déportations massives. Je trouve ça déplorable et condamnable. Et j'espère, Guillaume Clich-Rivard, je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai de l'estime pour vous. Je vous appelle à corriger, à retirer vos paroles, à dire que vos paroles ont dépassé votre pensée et que bien sûr qu'on peut décider de réduire le nombre de temporaires sans parler de déportation et que vous ne le ferez plus. Voilà l'appel que je vous lance aujourd'hui. Et c'est un débat très émotif, hein, le débat sur l'immigration. Il faudrait mettre nos émotions de côté et en parler froidement en regardant les chiffres. Froidement. En regardant les chiffres et surtout lorsqu'on est spécialiste de la question, ne pas dire de stupidité. Hein? C'est ça qui est... Alors moi, que ce soit à gauche ou à droite, que ce soit des gens qui trouvent je comprends, je comprendrais de dire, puis il a dit presque ça. Ben là, il y a 470 000 temporaires, puis peut-être qu'on est capable, puis leur position, c'est on devrait tous les accepter. Tous ceux qui veulent devenir permanents, on devrait les accepter. Bon, on peut en débattre. Moi, je pense que les chiffres montrent qu'on a la pire crise du logement et que il y avait un sondage Ipsos la semaine dernière, 78% des Canadiens pensent qu'on devrait faire une pause dans l'immigration jusqu'à ce que la crise du logement se résorbe. Bon, il y a 78% des Canadiens qui comprennent la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, maintenant, si M. Clich-Rivard pouvait aussi accepter la loi de l'offre et de la demande, on ferait un grand progrès. Merci beaucoup, Jean-François. On rappelle que le mardi, Thomas est en train d'enseigner, donc il n'est pas avec nous les mardis. Merci, bonne joie. Écoute, rapidement, est-ce qu'il y a des gens autour de toi, des amis, des gens de la famille qui sont allés voir Testament et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ah, ils n'osent pas m'en parler. Parce que Jean-François n'était pas aussi enthousiaste que moi, rappelons-le. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. À demain.